me lever le matin, arriver au bureau à une certaine horaire, sinon ça déplaît, faire ce que je devais faire et surtout ne pas en voir la finalité, ça m'a rendu fou. Erwan, un entrepreneur discret sorti d'HEC et Berkeley qui nous partage les secrets inavouables sur la réalité de ces grandes écoles de commerce. On va aussi discuter du décalage entre son business et ce qu'il a appris pendant 5 ans, la vie aux US, comment changer sa vie en devenant une machine de productivité grâce aux habitudes et plein d'autres sujets passionnants. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ces pépites et n'oublie pas de t'abonner. Je suis arrivé à Tallinn, Estonie, et voilà un groupe de gens, moyenne d'âge, 22 ans, aucune des études qui sont considérées comme les meilleures études et tout, qui explosent, tous mes potes et moi y compris en termes de résultats, tout en étant libre et en passant 6 mois à Bali. Je me dis, attends, c'est quoi ce truc, tu vois? Est-ce que tu as utilisé des notions, des choses que tu as apprises à HEC dans ton business? Zéro. Quelque chose que ma mère d'ailleurs m'a dit très tôt. Elle m'a dit, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais il faut que tu sois meilleur. Combien de startups sur 10 créées par des étudiants d'école de commerce ferment dans les 3 premières années? Sur 10, 9, Exactement. la dette de prestige. Qu'est-ce que c'est? On te dit, quand t'es à HEC, vous êtes l'élite de la France. Quand tu crois ça, quand tu crois que t'as atteint le sommet et que du jour au lendemain, tu te retrouves à lancer ta boîte, t'arrives avec ton business plan, t'as tout calculé, tu te dis, ouais, c'est bon, ça va marcher et tout, tu lances le truc et ça marche pas. Waouh, tu vois, tu reviens à la réalité. Et ça, c'est dur. Merci Erwan d'être sur le podcast Authentique. Ça me fait super grand plaisir de t'avoir ici. La sauce de la maison, c'est direct enchaîner sur des questions-réponses tac au tac. Ok. Donc voilà, sans réfléchir, je te laisse me répondre à quelques points pour briser la glace. Let's go. Nom, prénom. Erwan Mongon. Âge. 29 ans. Nombre de collaborateurs. 0. Le pire conseil entrepreneurial qu'on t'ait jamais donné. Waouh, tac au tac comme ça là. Ouais, mais on développera après si tu veux. D'accord. Pire conseil entrepreneurial, je sais pas si on m'a donné vraiment des mauvais conseils honnêtement. Ou alors je les ai pas retenus quoi. Ok. Le filtre Ouais. Erwan direct. Exactement. Tu veux créer un empire à l'Aniel ou gérer un business à cash flow tranquille? Down the line, Empire Laniel. Ta zone de génie? Les systèmes et l'automatisation. La première chose que tu fais en te levant? Boire de l'eau, faire mon lit et morning routine. Ton top 1 destination pour décompresser après un gros rush? Ah, top 1, c'est dur. Le sauna. Sauna et sinon dans le monde, dans le monde, ouais. je dirais New York. On est d'accord. L'été. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu l'été pour l'instant, mais en tout cas en hiver c'est sympa Ouais, aussi. j'ai fait cet été là, c'était incroyable. Bain froid ou café? Alors, aucun des deux. Le dernier podcast ou livre qui t'a retourné le cerveau? Delivering Happiness de Tony Hsieh, le founder de Zappos, Je connais pas. qui a vendu sa boîte à Amazon pour 1,2 milliard. Je suis en train de lire ça en ce moment, c'est pas mal. Ok, Le solide. mec est assez solide. Solide le mec. Assez solide. Pour terminer, l'outil que t'as découvert dernièrement que tu recommandes? Ah là, ça dépend, perso ou pro. Parce que perso, j'ai découvert Blinkist, qui fait des résumés de bouquins, qui est super. Ok. Et pro, j'ai découvert Help Scout, qui est un outil de customer support que j'ai récemment mis en place sur Hello Virtuoso et incroyable, je recommande à fond. Ok, bah direct, voilà, 2 minutes de podcast, déjà plein de pépites à implémenter, incroyable. Mais moi, je connaissais pas ce que tu nous as partagé, donc je vais également jeter un œil dès qu'on aura fini. Mais avant de finir, déjà, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. Je suis grave content de t'avoir parce que je pense que tu es l'une des meilleures personnes pour pouvoir parler aujourd'hui de l'écosystème école de commerce, qui fait beaucoup débat en ce moment auprès des jeunes et des entrepreneurs. Beaucoup d'échanges là-dessus. Et qui de mieux que de quelqu'un qui a fait HEC et Berkeley, je l'ai découvert en scrutant ton LinkedIn, pour parler de ça. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment un étudiant brillant qui fait HEC et Berkeley pendant 5 ans passe à aller en Estonie à construire un business en ligne autour du piano? C'est une très longue histoire. Alors, je sais on pas a si tout notre temps. t'as du temps. On a Ok. tout notre temps. Regardez, le timer là, on Let's a go. tout notre temps. Alors Je veux déjà, tous les détails. juste pour préciser, donc j'ai fait Berkeley en fait dans le cadre d'HEC. C'était Ok. en fait en dernière année d'HEC, tu choisis une spécialisation et la spécialisation que j'ai choisie, qui était HEC entrepreneur, te permet de faire quelques cours à Polytechnique et de partir à Berkeley. Ok. Voilà, pendant 3 mois. Donc je suis parti pendant le Covid. C'était toute une expérience Oh, incroyable. intéressante, mais globalement, qu'est-ce qui m'a amené en Estonie et à monter Hello Virtuoso et à choisir ce chemin-là? C'était un peu une suite, si tu veux, de... Petit à petit, je me suis rendu compte des choses que je ne voulais pas faire dans ma vie avant de me rendre compte de ce que je voulais faire. Ok. Donc, si tu veux, j'ai fait un peu le parcours bon élève, quoi. Donc, j'étais en prépa, ensuite je suis rentré à HEC. Et à HEC, la première expérience, en fait, que j'ai eue qui m'a fait un peu choisir, c'était que on a un espèce de forum entreprise où les entreprises viennent, se déplacent sur le campus
et cherche à recruter des élèves, tu vois, Ok. pour faire des stages et des trucs comme ça. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé, parce que je m'étais aussi nourri de beaucoup d'aventures, tu vois, d'Elon Musk, de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, etc. Sur quoi? Sur des reportages à l'époque? Non, les bouquins, les autobiographies, les choses comme ça, enfin les biographies plutôt. Et à ce forum-là, il y avait un tout petit corner startup, tu vois. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai fait le tour des boîtes de conseil, boîtes de finance, machin, tu vois, tous les trucs qui sont recommandés, on va dire, dans les écoles de commerce. Et au final, j'ai atterri dans ce corner, j'ai échangé un petit peu avec les gars, et je suis tombé sur une startup, et j'ai trop kiffé le type qui présentait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, banco, je fais mon premier stage là-dedans, tu vois. Ok. Et c'est comme ça un peu que j'ai découvert le monde des startups, qui m'a beaucoup plu dès le départ, en fait. Beaucoup plu. C'était quoi comme startup? C'était Hoist, une startup dans l'e-commerce qui avait un objectif qui était très ambitieux, qui était de créer un bouton d'achat en un clic universel, c'est-à-dire de faire le one click d'Amazon, mais sur tous les sites de e-commerce, pour faire en sorte que tu skippes en fait toutes les étapes de remplir tes informations de facturation, c'est marrant, delivery, etc. Ce matin, j'en parlais avec Pierre Elliott. D'ailleurs, abonnez-vous et regardez l'épisode. Mais il avait cette même idée de startup, mais sur WhatsApp. C'est-à-dire que tu rentres une fois les informations de carte bleue, etc. Et après, juste en disant oui, non sur WhatsApp pour un e-com, le mec, il faisait sa commande, quoi. Ok. Bah, en gros, ouais, ils essayaient de faire ça. Il y en a plusieurs qui ont essayé de faire ce concept par la suite. Là, il y a Stripe qui a essayé de lancer Link. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, c'est one click, pareil, mais pour les gens qui ont déjà fait un achat sur Stripe. Ok. Donc, bref, je me retrouve dans cette startup. Et là, ça m'a plutôt bien plu, tu vois. Et mon deuxième stage, c'était chez Criteo. Donc beaucoup plus grosse boîte, pas énorme non plus, tu vois, 2000 employés, mais beaucoup plus grosse boîte. Et c'était une très bonne expérience par plein de côtés, mon équipe était top, mais c'est là que je me suis rendu compte, waouh, en fait, genre, je ferais pas ça toute ma vie, tu vois. Quels ont été les facteurs qui... Je me suis dit, c'était la première fois, bien évidemment, tu vois, que je travaillais véritablement dans un job, tu vois, qui était quand même intéressant, parce que c'était de la stratégie et tout, mais me lever le matin, arriver au bureau à une certaine horaire, sinon ça déplaît, faire ce que je devais faire, et surtout ne pas en voir la finalité, ça m'a rendu fou. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je bossais sur des choses. On me disait, bah tiens, ça c'est le sujet là, il est important, il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses une étude sur ça, machin. Donc ok, j'y passe 2 semaines, je fais le truc, tu vois, au maximum de mes capacités, je le rends et après, disparu dans, tu vois, les pénombres de l'entreprise. Il y a un département qui s'en sert, puis machin, et tu sais pas en fait ce que ça donne au final. Et donc, de ne pas voir le fruit de mon travail, ça me rendait fou. Et en fait, je me suis dit, mais faire ça, enfin, c'est là que j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais attends, le chemin que je prends par défaut à la sortie d'HEC, c'est celui-là. Tu vas dans une boîte, ou sinon tu vas en conseil ou en finance, et tu fais ça pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, tu vois. Tu as eu la maturité d'avoir cette vision-là dès le stage. En fait, si tu veux, tu sais, on dit souvent qu'on ne passe pas à l'action tant que la douleur de rester là où tu es n'est pas supérieure à la douleur d'évoluer. Et en fait, clairement, au bout de ces 2 expériences, j'ai ressenti cette douleur-là. Je me suis dit, mais attends, si je fais pas un truc, si je change pas de trajectoire, bah, je vais me retrouver là-dedans toute ma vie, quoi. Et ça, ça me faisait très peur, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai bifurqué et j'ai décidé, du coup, de choisir comme spécialité HEC entrepreneur. J'ai fait des expériences en start-up, mais où j'étais beaucoup plus... des startups beaucoup plus petites, où j'ai bossé pour une personne qui est encore un ami aujourd'hui. J'ai été au Vietnam, j'ai géré des développeurs pour lui, pour construire un produit et tout, c'était super. Mais donc voilà, c'était un peu à ce moment-là où j'ai décidé, bon, ok, le truc classique qui est un petit peu tracé pour moi à la sortie d'HEC, j'en veux pas trop, tu vois. Parce que, voilà, en gros, si tu veux, le chemin traditionnel en sortie d'école, et on pourra en reparler si tu veux, c'est soit tu fais carrière dans une grosse boîte, soit tu fais du conseil, soit tu fais de la finance. Et après, le reste, c'est si t'es un artiste, quoi. Si tu veux improviser, tu fais d'autres trucs. Mais ça, c'est un peu la voie royale. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était bof, c'était pas trop mon truc. Et après, HEC entrepreneur, j'en arrive à l'Estonie. Hein. Ne t'en fais pas.
Je voulais tous les détails, donc... Ouais. Je t'ai dit que c'était une longue histoire. Et donc, en fait, HEC Entrepreneur, honnêtement, ma meilleure année à HEC, parce que tu passes beaucoup de temps à faire. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas des cours, mais on te dit, bah tiens, voilà, fais un projet et tu verras, quoi. Ok. Et tu as des mentors qui te suivent, qui te donnent des conseils et tout et tout. Alors évidemment, il y a des désavantages parce que tu n'as pas la maturité, donc tu fais plein d'erreurs, mais tant mieux, tu vois. Tu fais une année où tu peux faire toutes les erreurs que tu veux, c'est pas grave, et donc c'est génial. Mais il y avait un peu un disconnect qui s'est créé à ce moment-là parce que j'ai toujours eu comme objectif, à long terme, de créer une entreprise de classe mondiale qui transforme la vie de millions de personnes, et ça je l'ai toujours, c'est toujours le chemin dans lequel je vais, mais à court terme, d'être libre. Et c'est justement pour ça que ces expériences, tu vois, en entreprise ne m'ont pas plu. Parce que moi, j'avais besoin de cette liberté, de cette autonomie d'action, de pouvoir décider, en fait, sur le jour J, bah, moi, je fais ci, je fais ça. En fait, si j'ai envie de partir là, j'y vais. Si j'ai envie de mener ce projet-là, je le fais, tu vois. Et en fait, j'ai pas ressenti pareil, en fait, à HEC Entrepreneur, tu avais un certain standard. Qu'on attend de toi, qui était aussi le standard de l'époque des startups, de la Startup Nation, tu vois, c'est-à-dire, bah, tu fais ta boîte, tu lèves plein d'argent, tu as ton article dans les Échos, tu gagnes des prix d'innovation, tu fais un prêt à la BPI, tout le monde parle de toi et c'est génial, tu vois. Et en fait, rien de tout ça ne me semblait contribuer à un avenir où j'étais libre. Tu avais tout de suite eu la maturité de te dire, il y a des investisseurs qui vont, entre guillemets, détenir mon entreprise, qui vont un peu me dire quoi faire. En fait, oui. D'une part, alors j'avais un instinct, tu vois, mais en fait, quand t'es en train de faire ton master, t'as pas encore la confiance de dire, bah ok, banco, all-in sur ça. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment donné la confiance que c'était le bon chemin pour moi, je dis pas que c'est le bon chemin pour tout le monde, mais le bon chemin pour moi, c'était que j'ai commencé à vraiment me renseigner énormément sur des fondateurs de startups que j'admirais, tu vois. Donc les fondateurs de Spotify, de Slack, de boîtes comme ça, ou même de Criteo, enfin tu vois, des gens qui ont monté des boîtes que j'admire de par leur taille et leur impact. Et je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qu'ils ont fait et quel chemin ils ont pris à la sortie de l'école, tu vois. Et à la fin d'HEC Entrepreneur, on te demande même de faire un mémoire, un mémoire académique. Donc tu vois, il y a plein de gens qui faisaient des trucs sur, l'évolution, je sais pas, du modèle des plateformes, des trucs comme ça. Moi, je me suis dit, bah, ok, ratio temps, énergie, je vais faire un truc qui me sert. Donc, j'ai fait une compilation, en fait, de 200 profils d'entrepreneurs à succès que je considérais comme très stylés. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait et quels ont été leurs choix et quel a été leur parcours, en fait, à partir du moment où ils sont sortis de l'école. Pour prendre des décisions pour moi. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que j'allais faire après HEC. Ouais, t'as allié l'utile à l'agréable. Exactement. Bon, après, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais j'avais déjà la data parce que j'avais passé 1 an à me renseigner, tu vois. Et en fait, l'apprentissage que j'ai fait à travers ce mémoire est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. C'est que la première étape de beaucoup de ces entrepreneurs qui ont créé des entreprises de classe mondiale, ça a été de se libérer. Et d'être autonome. D'avoir une liberté d'action et une liberté de penser. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le fondateur de Spotify, son premier business, c'était une agence web. Cash flow, tu vois. Et il avait recruté tous ses potes, et il codait des sites web, il les vendait, et il faisait plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, très très tôt, tu vois. Et ça, ce pattern-là, tu le retrouves dans beaucoup de parcours de fondateurs, en tout cas dans ceux que j'ai étudiés et qui me servaient de modèle. Tu vois. C'était d'abord, étape 1, tu te garantis une autonomie personnelle, de temps, financière, même de géographie maintenant, tu vois. Et ensuite, tu atteins un niveau où tu es suffisamment set perso, et tu es suffisamment autonome et libre de tes actions que tu es libre désormais de penser à des problèmes qui sont plus importants, tu vois. Et là, tu peux faire, tu vois, des applications de méditation. Enfin, je te prends l'exemple de Alex Tew, fondateur de Calm. Tu vois ce que c'est Calm? Application de méditation. Incroyable. Impact incroyable sur le monde. Voilà. Tu peux te dire, bah ok, vas-y, moi je sors d'école et je vais directement faire Calm. Tu vois, je vais faire un truc incroyable, ça va changer la vie de millions de personnes. Méditation, tu vois, c'est ouf. Et en fait, tu regardes, et la première chose que le mec a fait, quand il était encore en école, et qu'il y avait, tu vois, la montée d'Internet et tout, c'est qu'il a fait un truc qui s'appelle la $1 million web page.
Ok. Il a fait une page web où il y avait 1 million de pixels. Ah, c'est lui. C'est lui. Ok. Et il vendait $1 un pixel à des boîtes qui voulaient s'advertise en fait sur son site. Donc bref, ça a fait le buzz et il a fait 1 million. Et après, il s'est dit, bon, bah, après, il a essayé deux, trois autres trucs, tu vois. Mais une fois que t'es dans une position où t'es en mode, bon, bah, c'est bon, je suis entre guillemets dans la fuck you money, tu vois, c'est ce qu'on appelle, bah voilà, j'ai suffisamment en fait de liberté. Je te parle même pas d'argent, c'est juste, j'ai suffisamment d'autonomie dans ma vie pour pouvoir décider de m'affronter, de me confronter et d'affronter des problèmes qui sont plus gros. Mhm. Là, il s'est dit, bon, ok, problème de santé mentale dans le monde, on va faire calme, on va faire un truc de ouf, tu vois. Et donc, ça, c'est le deuxième moment où je me suis dit, le parcours qui, pareil, est la voie royale, en fait, selon de l'environnement où je suis, qui était ce master HEC Entrepreneur, tu vois, qui est de faire ta start-up, entre guillemets, à impact, de lever de l'argent, etc., ne sert pas, en fait, mes ambitions personnelles, tu vois. Mhm. Et donc, à ce moment-là, j'ai bifurqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé Hello Virtuoso, avec d'abord purement un objectif de payer le loyer, tu vois. Mhm. Et ça, t'étais encore en master ou c'était après? C'était pile poil à la fin, Ok. parce que, en gros, le master a été un peu Écourté par le Covid. Et donc, j'étais chez moi en confinement. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, c'est là que j'ai eu l'idée d'Hello Virtuoso et que je commençais à bosser là-dessus, tu vois. Bah, même période. Là, Bah, voilà. j'ai aussi commencé à entreprendre pendant le confinement. Bah oui, parce que encore une fois, ça te sort, quand tu te sors de ton environnement et quand tu sors de tes habitudes et tout, tu penses à d'autres choses et donc tu peux t'ouvrir à de nouvelles opportunités, quoi. Et donc la troisième étape, on va dire, le marqueur qui m'a fait un peu bifurquer, c'est que la première année de Hello Virtuoso, donc j'ai bossé avec une associée de mon master, et bah, pendant un an, tu vois, ça décollait pas, quoi, normal, première année et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on a un peu bifurqué, parce qu'on n'avait pas les mêmes priorités, tu vois. Moi, j'étais vraiment focus sur voilà, un business qui fonctionne, qui a des clients, qui nous rend libres, tu vois, avoir aussi pas d'investisseurs, une team qui est très restreinte, etc., etc. Et elle voulait faire autre chose, et du coup, on a bifurqué à ce moment-là. Et c'est une période où je me recherchais un peu, et donc, j'ai été mis en contact, en fait, avec un type qui s'appelait Mokhtar, que je salue, qui s'appelle toujours Mokhtar. Et on a juste échangé, et il m'a dit, bah mec, moi, je suis à Tallinn, Estonie, viens si tu veux, je sais que tu te cherches un peu en ce moment, viens, on taffe, tu vois. Okay. Sur un projet ou sur mon projet. Je me suis dit, ok. Donc j'ai pris l'avion, et je me suis retrouvé au fin fond de l'hiver estonien, tu vois, moins 10 degrés, 1 mètre de neige, à me dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et en fait, je suis arrivé, et petit à petit, tu vois, j'ai rencontré un peu tout l'écosystème estonien, parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de petite diaspora de Français en Estonie qui sont dans le business en ligne, etc. Et rencontre par rencontre, j'ai rencontré des gens qui étaient exactement dans le mindset que j'avais. Et c'est-à-dire autonomie, liberté, tu vois, et faire en sorte que tu aies un business qui te serve, qui te propulse, en fait, pour te permettre de faire d'autres choses. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, j'ai tout de suite accroché. J'ai rencontré plusieurs personnes. Et ce qui m'a choqué, c'est... Je suis arrivé à Tallinn, Estonie, et voilà un groupe de gens. Alors, il y a aussi... Enfin, il y a tout, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui sont très inspirants. Mais voilà un groupe de gens, moyenne d'âge, 22 ans, aucune des études qui sont considérées comme les meilleures études et tout, qui explosent, tous mes potes et moi y compris en termes de résultats, tout en étant libre et en passant 6 mois à Bali. Je me dis, attends, c'est quoi ce truc, tu vois? Mindfuck. Ça m'a mindfuck, je me suis dit, mais what? Attends, mais j'ai raté un truc, tu vois. Et est-ce qu'avant Tallinn, t'avais déjà entendu un peu sur YouTube ou sur les réseaux parler de... Mais jamais de la vie. De tout ça? Jamais de la vie. C'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui? Absolument pas. Non, tu vois, c'était en 2021. Donc je suis arrivé là, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tous des menteurs. Non, c'était pas. Enfin, je me suis pas du tout dit que c'était des menteurs, parce que bah voilà, il y avait aussi, tu vois, des preuves et tout, et ils me montraient, mais je me suis dit, mais j'ai raté une marche, tu vois. Clairement,
J'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai été bon élève, j'ai fait HEC, machin, mais j'ai raté une marche. Parce que voilà quelqu'un qui a genre 5 ans de moins que moi et qui est 10 fois plus loin, qui a fait aucune de mes études et qui, de l'extérieur, a l'air d'avoir une vie quand même beaucoup plus confortable. Tu vois. et du coup, je suis resté quoi. Donc en fait, j'ai fait 2-3 autres déplacements. Et puis, à un moment donné, j'ai juste pris un appart et j'ai décidé de me set-up pendant une période en fait à Tallinn. Ok. Voilà l'histoire. Ok, voilà pourquoi. C'était une réponse. Voilà le pourquoi du comment. Exactement. Du twist. Non, mais super histoire et super inspirant. En tout cas, d'avoir. Ouais, moi, ce qui m'interpelle, c'est la maturité, je trouve, sur cette période-là. Moi, je pense à âge égal, j'avais pas cette maturité-là. Et c'est plus par des personnes extérieures que je prenais des décisions. Tu vois, par exemple, moi, on m'a, entre guillemets, forcé à quitter mon job parce que j'avais pris un engagement auprès d'une amie qui m'a dit « Prends une décision avant ce vendredi, si tu continues ou tu arrêtes ton master. » C'est pas moi qui avais osé prendre la décision, tu vois. D'accord, ouais. Et donc, pour rebondir sur l'aspect école de commerce, moi, j'ai fait que de l'alternance dans ma vie. J'ai jamais fait de programme en école, rien. Enfin, je voyais ça un peu de loin, justement, et c'était un peu le goal ultime quand on fait des études dans tout ce qui est commerce, business, etc. Ouais. Comment ça se passe à HEC? C'est-à-dire, quel est le niveau d'exigence? Est-ce que, comme on le dit partout, tu payes juste pour avoir un réseau? Et j'enchaînerai derrière aussi, est-ce que aujourd'hui dans ton business, même si on ne te met pas sur les rails du business en ligne, est-ce que tu as utilisé des notions, des compétences, des choses que tu as apprises à HEC dans ton business? Zéro. Ok. Non, zéro. Enfin, si, peut-être Excel. J'ai appris à HEC à utiliser Excel, tu vois, les formules et tout, mais honnêtement, j'aurais pu l'apprendre ailleurs. Le rôle d'HEC, c'est pas les cours. Et c'est pas ce que tu apprends, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que tous les gens qui disent, ouais, tu vois, les écoles de commerce, le système est cassé, ça sert plus, ce qu'on y apprend et tout, ça a jamais été, le principe d'HEC, ça a jamais été les cours. Ça a jamais été ce que tu apprends, tu vois. Et pareil, tu vois, il y a beaucoup de gens, pareil, en ce moment, qui disent, ouais, les écoles de commerce sont vieillottes, ça marche plus, etc. Mais je pense que ces gens-là ont juste pas compris fondamentalement la proposition de valeur d'HEC, par exemple. HEC, c'est juste une assurance, en fait. Tu vois, c'est une police d'assurance pour les parents, à destination des parents. Parce que, imagine-toi, donc t'es un parent, tu vois, t'as bien construit ta vie, tu t'es battu pour offrir à tes enfants, tu vois, un bon confort de vie. Et là, en fait, ton fils te dit, bah moi, j'ai envie d'être artiste, tu vois, ou j'ai envie d'être danseur et tout. Bah t'as un peu une panique. Et du coup, t'as beaucoup de parents qui encouragent leurs enfants à faire des études, et notamment en école de commerce, comme une sorte d'assurance. C'est-à-dire, bah, tu fais HEC, une fois que t'as terminé HEC, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, t'as un backup si jamais ça marche pas, et tu sais que tu pourras trouver un job confortable dans à peu près n'importe quelle industrie et être payé correctement. Tu vois. Donc, fondamentalement, HEC est une politique d'assurance pour les parents, et c'est une deuxième chose, c'est une marque. C'est-à-dire qu'en fait, HEC, une fois que tu y es, c'est ultra facile. Enfin, je veux dire, tu peux ne rien foutre pendant 3 ans, et tu vas pas te faire jeter. Tes notes n'ont aucune importance. D'accord, ok. Ce qui est dur, c'est d'y rentrer. Parce que tu fais 2 ans de prépa, qu'ils prennent, je sais pas combien, 350 personnes, les 350 premiers de toute la France, des gens qui veulent le faire, tu vois. Je sais pas combien de dizaines de milliers d'élèves veulent rentrer en école de commerce chaque année. Mais la sélection est très dure, mais la sélection a rien à voir avec le business. La sélection, c'est culture générale, mathématiques, tu vois, c'est histoire géo, les langues, c'est les choses comme ça, quoi. C'est les trucs qui sont très, très théoriques et qui sont des matières des humanités, en fait, ou des sciences. Et pourquoi HEC est une marque? C'est parce que quand tu as fait HEC, c'est quoi une marque, concrètement? Je te pose la question. Oula, tu poses la question. Moi, je suis pas là pour répondre aux questions. C'est toi qui réponds aux questions. Non, mais c'est quelque chose qui parle aux gens. C'est le but d'une marque, c'est d'être top of mind dans une industrie, dans un marché, auprès d'une audience cible. Donc, voilà, tu penses école de commerce, tu penses HEC. Exactement. En fait, une marque, c'est quelque chose qui te permet de prendre un raccourci dans ta réflexion. Tu vois. C'est-à-dire que tu as un comparatif, tu as plein de marques de viande,
Enfin, t'as plein de viandes devant toi, il y en a aucune Charal. qui est... voilà, Toi, et tu me dis t'as viande, moi, tu prends charal. Ou alors t'as plein de poulets, tu vois, label rouge, ok, tu prends le label rouge, tu vois, parce que ça te permet de prendre un raccourci. HEC, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as des recruteurs qui reçoivent, par exemple, quand, tu vois, je sais pas, t'es recruteur chez General Electric, tu reçois des dizaines de milliers de CV. Quand t'as un CV où il y a HEC dessus, ça te permet de prendre un raccourci et te dire, bon, bah, cette personne, elle est probablement pas débile, tu vois. Pas parce qu'elle a fait HEC, mais parce qu'elle est rentrée à HEC. C'est ça la différence. Parce que t'as dû faire prépa, que t'as dû bosser quand même assez dur, que t'as probablement des capacités, tu vois, intellectuelles, et que t'as passé le concours, quoi. Donc voilà, c'est ça HEC. C'est une assurance pour les parents et une marque pour les élèves. Et c'est rien d'autre. C'est ça qu'ils vendent, tu vois. Et donc, quand les gens disent ouais, c'est bon, je vais faire une formation business, tu vois, ça va remplacer HEC, pas du tout. Pas du tout. C'est pas les mêmes objectifs. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même audience. Du tout, tu vois. Je pense que fondamentalement, HEC est une excellente école si tu veux faire une carrière en consulting, finance ou dans une grande entreprise. D'ailleurs, ça devrait s'appeler haute école de carrière, tu vois. Okay. Ah, Parce que haute école de commerce, en HEC, j'ai pas fait de commerce, tu vois. J'ai pas appris à vendre, j'ai pas appris à pricer, j'ai pas appris à marketer, enfin. Donc voilà, en fait, c'est fondamentalement ça le but d'HEC. Et pour répondre à ta question, non, je me sers à... aujourd'hui, il n'y a aucun des cours que j'ai fait qui me sert au quotidien. Mais c'est vrai que je ne serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passé par HEC, parce que du coup, HEC m'a fait faire un stage où j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui m'ont ensuite donné certaines idées que je t'ai présentées juste avant. Et petit à petit, tu vois, ça m'a amené là. Mais je pourrais pas te dire si ne pas avoir fait HEC, en fait, m'aurait handicapé ou pas. Lorsque tu as passé le concours, pour toi, c'était HEC ou rien, ou tu avais des portes de sortie derrière? En fait, quand tu passes le concours, t'es sélectionné en fait en fonction de ta place au concours, et tu vas généralement, en fait, quand t'es au top, tu vas à HEC. Ensuite, t'as une différente... T'as un ordre des écoles, tu vois, donc t'as toujours un plan B qui est que si t'as pas la première, tu vas à la deuxième, si t'as pas la deuxième, tu vas à la troisième, etc., etc. Tu visais la première? Bien sûr. Bien sûr. T'as toujours eu cette notion d'excellence dans ton travail? Je pense que c'est très important de vouloir être premier, ou en tout cas être excellent. C'est super important, je pense. C'est quelque chose que ma mère, d'ailleurs, m'a dit très tôt. Elle m'a dit, tu fais n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais il faut que tu sois le meilleur, tu vois. Après, ça c'est bien beau, et aujourd'hui je suis pas le meilleur dans plein de trucs, mais j'essaye de l'être, tu vois. Et je pense que si tu te réveilles pas le matin en voulant être le meilleur dans une discipline que tu as choisie et qui te plaît, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Et tu penses que ça vient d'où cette niaque? Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas, cette niaque d'être excellent, d'être premier. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, ou ça se travaille? Non, c'est sûrement pas inné. Je sais pas si ça se travaille. Je pense que c'est un résultat de la manière dont j'ai été éduqué, déjà. Et puis des inspirations aussi. C'est-à-dire que moi, en fait, j'essaye de beaucoup m'inspirer, tu vois, de parcours de gens qui ont chacun été excellents dans leur domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre chose, d'ailleurs. Et tu vois, on parlait de New York tout à l'heure. Ce que je trouve incroyable aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même une culture où, quoi que tu fasses, t'essayes d'être le meilleur, quoi. C'est-à-dire que tu peux dessiner, tu vois, des portraits à Central Park, mais tes portraits, ils sont incroyables. Ou t'es pas là, en fait. Sinon, les gens, ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait? Ou alors, tu peux vouloir être chanteur ou genre danseur, tu vois, mais en fait, ton goal, c'est d'être dans la meilleure comédie musicale de Broadway, par exemple. Et je trouve que c'est très sain d'avoir ce mindset-là, même si, évidemment, tu vois, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me considère pas du tout comme le meilleur dans plein de domaines. Mais essayer, c'est important. Parce que ça donne des nouvelles idées, et que ça donne une dynamique, en fait. Et c'est un choix de ta part d'avoir fait ce cursus, ou c'est justement, comme tu l'as dit, tes parents qui t'ont un peu mis sur cette voie? Je pense que c'est un mélange des deux, honnêtement.
Je pense que mes parents, de toute manière, attendaient de moi, tu vois, que je sois bon à l'école. Et en fait, HEC, c'est juste... c'est un peu quand t'as été bon à l'école jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est Ok. bon, bah, quand t'es bon à l'école, ok, t'as des bonnes notes. Après, tu fais le concours parce que t'as envie d'avoir une bonne note. T'arrives à HEC, c'est considéré comme une bonne note, tu vois, aux Mhm. yeux de la société. Et après, même, tu vois, y a toute une partie de, justement, bah, euh, du fait d'aller en consulting et en finance où tu cherches encore à être le bon élève. Parce que quand Mhm. t'es en consulting ou en Le finance, meilleur consultant. ouais, t'es le bon élève en fait. Il faut bien faire ton rapport, bien le présenter au client. Du coup, t'es récompensé, t'es bien vu par tes boss, etc. Donc, je pense que pour répondre à ta question, non, je pense que c'est la manière dont j'ai été éduqué. C'est les inspirations aussi auxquelles je me suis exposé. Et oui, je pense que c'est juste une des manières, en tout cas, dont j'essaye de vivre ma vie. Génial. Et donc, tu es passé aussi par Berkeley, qui a quand même un grand nom dans le monde aussi des études. Comment ça s'est passé, le voyage aux États-Unis? Euh, Combien ça coûte? Qu'est-ce que tu as eu en plus que ce que tu avais à HEC? En fait, comme je te disais, voilà, Berkeley, ça faisait partie en fait de ma dernière année à HEC. C'est cher. C'est-à-dire que pour faire HEC, j'ai fait un prêt de 60 000 euros que je suis encore en train de rembourser tous les Mhm. mois, tu vois. Et ça incluait plein de trucs, évidemment, tu vois, dont Berkeley. Et c'était quoi ta question, pardon? C'était comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bah déjà les US, Ouais. comparé à la France. J'adore les US. C'était ta première fois? C'était pas ma première fois, Ok. parce qu'en fait, j'avais fait un échange là-bas quand j'étais plus jeune, donc à 15 ans en fait. Mon école avait un partenariat avec une école en Virginie, donc c'est un état du sud des États-Unis. Et en gros, donc ils venaient 2 semaines et on y allait 2 semaines, tu vois. Mhm. Et en fait, là-bas, je me suis super bien entendu avec la famille qui m'accueillait là-bas. Et donc, il y a eu cette opportunité, en fait, d'y aller et de faire un an là-bas, en fait, en Virginie. Et donc, j'ai pris l'opportunité. Et du coup, mes parents me laissaient partir, ce qui était aussi très, très sympa, enfin, très, très cool de leur part, quoi. Mhm. Et donc, j'ai toujours eu, tu vois, un peu une attirance pour ce pays. Et pour une culture qui, comme je te dis, voilà, que j'ai trouvé extraordinaire dès que je suis arrivé, parce que euh, pour moi, c'est un pays où fondamentalement, tu regardes vraiment pas. Enfin, les gens ne se limitent pas. Chacun peut partir d'une page blanche et écrire son destin. American Dream. Ouais, American Mhm. Dream, mais dans le sens où, comme je te disais, ça n'a pas besoin d'être business. C'est Mhm. t'aimes quelque chose, ok, tu prends ça, et à travers de l'effort, de la détermination, tu vas y arriver, tu vas devenir exceptionnel. Et je veux dire, c'est tous les films US, c'est ça. Mhm. C'est un type qui a des circonstances qui sont pas idéales, mais qui est passionné, un type ou une femme, hein, je veux dire, et qui est passionné et qui développe ça à la force de son travail, à la force de sa détermination, et qui, contre toute épreuve, va en fait développer quelque chose d'exceptionnel. Et ça, il y a ça partout aux States. Peut-être que j'idéalise un peu parce que j'adore, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, voilà, tu parles à des gens et ils ont vraiment ça en eux. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils créent des boîtes exceptionnelles. Parce que quand là-bas, tu dis je veux créer une billion-dollar company, on te dit ok, quel est ton plan, tu vois. Mhm. Quand ici, tu le dis, on te dit ah, mais t'as pas peur que. Mais non, attends. Non, on rigole d'abord. Ouais, peut-être qu'on rigole, mais surtout, on a peur pour toi, tu vois. Mhm. Attends, quels sont les risques et tout. Oui. Et donc, ouais, c'est un mindset qui est un peu différent. Et pour te répondre, donc Berkeley, c'est en Californie. C'est à côté de San Francisco. Et c'est donc vraiment le cœur, si tu veux, de la Silicon Valley. Et donc, il y a une grosse culture entrepreneuriale tech, quoi, qui a été géniale parce que, pareil, j'y suis resté 3 mois. 3 mois pendant lesquels, pareil, on avait un projet, tu vois, avec des camarades et que, à l'époque, c'était complètement fou. On voulait faire des drones qui, par reconnaissance, enfin par computer vision, allait repérer des départs de feu et lâcher du produit extincteur Ok. dessus, tu vois.
Et on s'est dit, ouais, trop bien et tout. Enfin, ça mixe plein de trucs. On était 4, voilà. Et on est allé parler aux pompiers, tu vois. Donc, on a été faire des interviews des pompiers dans leur caserne. On a dit, tiens, et si on faisait ça Et on s'est rendu compte de la réalité du business qui est, du coup, il y avait vraiment pas ni les ressources, ni la volonté, en fait, de faire des gros changements là-dessus. Et surtout, on est arrivé et les pompiers nous ont dit, mais pourquoi vous voulez qu'on éteigne les feux, en fait ? Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle parce que c'est comme ça que la forêt vit. Et si on éteint les feux, 2 ans après, ça fait un énorme feu qui défonce tout, tu vois. Ok. En tout cas, voilà. Je pense que cet aspect des États-Unis qui est tout est possible, il faut juste bosser, être déterminé, et tu peux faire absolument ce que tu veux, quel que soit ton background et quelle que soit la discipline dans laquelle tu veux devenir excellent, c'est super, quoi. Tu t'es retrouvé Tu à penses fond pas là-dedans. Ouais, non, mais carrément, moi, je l'ai vu. La première fois aux US, c'était cet été pour moi. J'ai fait New York pendant 5 jours et ça m'a retourné le cerveau. J'ai trop kiffé la ville. Moi, j'ai vécu 1 an à Dubaï et c'est l'opposé, je trouve, en termes de... Je sais pas, t'es beaucoup mieux au niveau du daily, mais après, les prix, c'est quelque chose aussi. Donc, c'est clair. il y a un risk-reward à avoir, mais je sais que si demain je suis pété de thunes, vraiment qu'il n'y a pas de limite, j'irai vivre là-bas, quoi. 100%. Tu vois, la première fois que j'ai été à New York, j'étais encore étudiant. Ouais. Parce que j'ai fait un 2e échange quand j'étais à HEC avec l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Du coup, j'en ai profité pour aller à New York, tu vois. Ok. J'ai détesté. Je me suis dit, mais waouh, c'est fou, genre, on voit pas le soleil, les buildings sont trop hauts, on respire pas, les gens, ils ont l'air stressés. Ok. Je me suis dit, mais c'est quoi cette ville, tu vois ? Et comme quoi, tu vois, les choses changent et tout, et c'est pour ça que là, tout ce que je dis, Même, il y a New York, je pense, qui change, mais il y a aussi toi qui change. Mais justement, ta vision. Ah non, mais bien sûr, Ouais. c'est moi qui ai changé depuis, tu vois, et c'est pour ça que tout ce que je dis là, ça se trouve, ça va changer, j'en sais rien, Ouais. tu vois. Donc, faut pas le prendre au mot. Mais globalement, j'y ai été, j'ai détesté, et j'y suis retourné récemment avec une conscience de ah, ok, en fait, genre, faire des trucs, tu vois, enfin, entre-temps, j'avais monté ma boîte et tout, j'avais vu à quel point c'était dur de faire des choses, en fait, de manière générale. C'est-à-dire que tu veux te lancer dans quelque chose, c'est dur. Et après, je suis retourné à New York, et de voir tous ces buildings, et genre, enfin, c'est une ville qui s'est construite sur un bout de terre entre 2 rivières avec des buildings ultra hauts. Je me dis, mais waouh, tu vois, le respect, j'avais juste plus de respect pour l'achievement, en fait. Et pour moi, c'est une ville qui est tournée autour de l'achievement et le fait de dépasser les contraintes physiques. Et la manifestation de ça, c'est les gratte-ciels. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'aller vivre aux US ? Alors vivre, je sais pas, parce que quand même, la vie est pas méga agréable aux US. Tu vois, il y a plein de problèmes en Est-ce que termes t'aimes de... pas ? Il y a beaucoup moins de savoir-vivre. C'est-à-dire qu'en France, on mange bien, le système de santé, c'est quand même... il a ses défauts, mais c'est quand même assez cool. Il y a de bonnes écoles. Enfin, je veux dire, de manière générale, il y fait bon vivre, tu vois. Aux États-Unis, il fait pas bon vivre, je trouve. Ok. Mais pour une phase de ta vie où tu es en train de build et où tu as besoin de te nourrir de cette ambition, tu vois, totalement. C'est-à-dire que je considérais totalement d'aller vivre là-bas. C'est quelque chose que tu envisages dans le futur ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. T'as déjà une ville en tête ? Probablement New York. Ok. Ouais. Je suis en train de regarder là tout ce qui est visa O1 et tout. J'ai regardé aussi du coup en rentrant. Ouais. En rentrant de voyage, j'ai tout de suite regardé. Je fais, C'est bon, j'y vais. ah ouais, c'est galère. Ouais, c'est chaud quand même. J'ai vu un peu toutes les contraintes. J'ai un ami qui vit là-bas, qui s'appelle Thomas Gio. Peut-être que si je le recroise, passera également de Authentique. Ok. Mais lui, il a réussi à avoir tous ses visas et tout. Et il vit là-bas maintenant, pas à Miami, mais là où il y a le parc à côté, là, pas loin, en Floride. Je sais plus le nom de la ville. Et, Orlando. Orlando, exactement. Et donc, lui, il a réussi à passer tous ses visas. Il m'a dit qu'il devait review des pitchs d'étudiants, de start-up et tout. Ah ouais. Il devait faire prof dans des boîtes et tout. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'ils demandent que tu aies en fait certaines credentials, certaines preuves d'expertise, et donc d'être jury dans des trucs. Ouais, c'est ça. Très intéressé de
d'avoir des tips de sa part. Ah bah carrément. En tout cas, lui, maintenant, il vit à Orlando. Et ouais, du coup, les US, pareil. Mais j'ai vu aussi, après, j'ai regardé les prix de l'immobilier à la location dans New York. Je fais, bon, on est bien quand même à Tallinn. Bien sûr. Mais ouais, c'est clair que c'est un rêve éveillé. Et donc, par rapport à ton passage à Berkeley, est-ce que tu as vu des différences aussi, vraiment au niveau des étudiants et au niveau de comment ça se passait, au niveau peut-être, tu l'as déjà dit, mais du mindset, c'est de comment ils réfléchissent par rapport à HEC ou en France. Est-ce qu'eux aussi, ils sont mis sur des rails là-bas, comme tu l'as expliqué pour HEC? Beaucoup moins. C'est une mentalité très différente. Déjà, en fait, je pense pas que tu puisses être mis sur des rails d'entrepreneuriat, tu vois. Mais il y a des circonstances aux États-Unis qui font qu'il y a plus d'entrepreneurs très ambitieux qui sortent de ces écoles. Pourquoi ? Déjà parce que, comme je te disais, voilà, il y a ce mindset où on te dit que tout est possible, etc. Deuxièmement, il y a quand même cette culture, effectivement, où on te parle plus des succès incroyables, tu vois. Enfin, il y a plein de boîtes exceptionnelles qui sont sorties de Berkeley. Des boîtes très, très stylées, des startups. Et de Princeton, qui est juste à côté, tu vois, mais qui est un peu la version... oui. Non, au contraire. Ah, ok. La version genre un peu huppée de Berkeley, Ok, tu ok. vois. Berkeley étant du coup, c'est l'université publique de Californie. C'est University of D'accord. California, Berkeley, tu vois. Alors que Princeton, c'est genre le truc méga privé et tout. Enfin. Ok. Mais il y a aussi le fait que, quand tu regardes encore une fois, tu vois, genre, quand je me suis penché sur vraiment les parcours de ces fondateurs que j'admirais, et il y en a beaucoup qui juste vous devaient payer pour leur école. Parce que ça coûte tellement cher là-bas, c'est-à-dire que c'est genre 60 000 € l'année, tu vois. Ça coûte tellement cher que tu n'as pas d'autre choix que de chercher à... Soit tu bosses en fait à côté, et du coup tu te fais des expériences professionnelles, et du coup tu gagnes en maturité plus vite. Ou alors, tu te dis, mais il faut que je crée une boîte et que je gagne beaucoup d'argent très vite, sinon je vais pas m'en sortir, Ouais. tu vois. Et donc en fait, ça pousse un peu les gens. Tout ça combiné fait qu'il y a plus de profils qui sortent de ces écoles-là. Maintenant, comment fonctionnaient les étudiants ? C'est beaucoup plus libéral, mais au sens académique du terme. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, je sais, tu étudies la comptabilité, tu étudies Excel, machin. Là-bas, si tu veux faire un double diplôme philosophie avec art plastique, tu peux. Tu vois. Ok. Et d'ailleurs, il y a énormément de fondateurs d'énormes startups qui ont un diplôme en philosophie ou en humanité de manière générale. Ok. Comme quoi, c'est pas du tout corrélé, tu vois. C'est pas les gens qui ont fait business, machin. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait computer science et qui derrière ont monté une entreprise technologique, tu vois. Mais donc oui, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit de ce côté-là. Ce qui peut aussi mener à des problèmes, parce que là, il y a toute une partie en fait des étudiants aux États-Unis qui ont fait justement des diplômes d'humanité, et qui du coup trouvent pas de boulot et qui ont une énorme dette. Du coup, il y a un problème de student debt, etc. Mais donc voilà, c'est juste plus libéral au sens académique. Tu fais beaucoup plus ce que tu veux et on te met moins de limites de manière générale. Ok. Pour te clôturer un peu sur ce sujet qui est passionnant, même si j'ai plein d'autres questions, mais pour qu'on avance Avec un peu, plaisir, bien sûr, c'est justement, je rebondis un peu sur mon entame avec le fait que HEC, c'est pour le réseau. Est-ce que toi, aujourd'hui, le réseau que tu as créé avec HEC, tu l'utilises? Est-ce que ça a pu te sauver la mise ou te permettre d'entreprendre plus de choses avec ce réseau-là? Et pour terminer, c'est comment tu vois l'évolution de ton réseau, justement? Est-ce qu'ils ont suivi ces cases-là ou est-ce qu'au contraire, ils sont plus allés dans l'entrepreneuriat? Je me suis fait des amis à HEC, qui sont toujours des amis aujourd'hui. Mais en termes de réseau, c'est-à-dire de personnes qui m'ont fondamentalement aidé dans le business, pas trop, tu vois. Ok. Pas vraiment. Il y a des gens, les gens qui vraiment m'ont aidé, soit c'est des gens avec qui j'ai bossé dans mes stages, et qui derrière, du coup, m'ont accompagné, m'ont fait confiance, qui m'ont appris beaucoup de choses, tu vois. Ou bien c'est des gens que j'ai rencontrés en Estonie, ou des gens qui faisaient des business aussi, avec qui j'échangeais beaucoup d'idées, tu vois. Avec qui j'échange toujours beaucoup d'idées. Mais en termes de réseau, il n'y a pas une personne qui, parce que j'ai fait HEC, était placée dans telle boîte et m'a dit « Ah tiens, vas-y, comme t'as fait HEC, je te donne ça et tout. » Non, pareil, c'est très utile si tu veux faire carrière, parce que t'es dans ta boîte, et, tu vois, ton boss, il a fait HEC, du coup,
as peut-être plus de relations, tu peux prendre des raccourcis, des trucs comme ça. Quand tu fais du business en ligne, tu peux compter que sur toi-même. Tu peux pas demander des faveurs à droite et à gauche, tu vois. Si tu fais une boîte B2B, peut-être. Ok. Parce que via ton réseau, tu peux trouver tes premiers clients avec des gens qui ont fait HEC et qui décident de te faire confiance parce qu'il y a quand même un certain esprit d'école, tu vois. Mais quand tu es en B2C, ça a quasiment aucune utilité. Ok. Donc non, le réseau que je me suis fait et les gens avec qui en fait j'échange le plus d'idées aujourd'hui n'ont pas fait HEC. Je les ai rencontrés en Estonie, où je fais des masterminds avec eux, on part à des endroits et on échange des idées, etc. Nice. Pour switcher un peu de sujet, il y a une petite thématique que j'aime bien faire, c'est un peu comme au début, sauf qu'on peut prendre le temps. C'est-à-dire, je vais te poser des questions un peu globales et le but, c'est que tu aies la réponse. Même si en plus, tu as déjà donné des réponses avant. Voilà, pression. Mais je sais que tu as une culture générale et débordante, en tout cas. Ouais, je sais pas comment tu sais ça, mais... Bien plus élevée vraiment que la mienne. Première question, c'est combien coûte, selon toi, 50 programmes grandes écoles en France à un particulier? 5 ans de programme grande école. Ouais. Toute école confondue. On va dire le top 5, top 10, quoi. Je dirais 40 000 €. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, dans mes sources, 64 000 € pour HEC, mais c'est le max. Le maximum que tu peux payer. Sans compter le logement, la vie étudiante, toutes ces durées. Tu l'as dit toi-même, du coup, que tu as emprunté 60 000 € en plus. Donc, ça confirme un peu ça. Ouais. Et au contraire, le coût de une seule année, là, on parlait de 5 années, une seule année à Berkeley, plus 60 000 €. 60 000. Ouais, moi, j'ai trouvé 70 000 $ par an. Et dans ces 70 000, il y a 45 000 juste frais de scolarité, 20 000 de logement et 5 000 de dépenses directes, diverses. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. C'est énorme. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un gros problème aux US actuellement de dette des élèves, qu'ils n'arrivent pas à rembourser, tu vois. Ouais, t'as direct un credit score, direct tu dois payer de l'argent, à part si c'est tes parents qui le font pour toi. Ouais, ou alors, tu t'arrives à te démerder et énormément d'étudiants aux États-Unis bossent pendant leurs études, pour payer leurs études, justement. Mais un salaire à 70 000 par an, c'est énorme. Non, mais tu rembourses pas tout, bien évidemment, mais c'est pour payer une partie, tu vois. Ok. Combien d'heures de pratique faut-il en moyenne pour atteindre un niveau intermédiaire au piano, selon les études scientifiques? Wow. Pense bien à la fin, les études scientifiques. Études scientifiques, c'est quoi un niveau intermédiaire? Un niveau intermédiaire. Ouais, je ne saurais pas te qualifier, j'ai jamais fait de piano. Ouais. Mais voilà, selon les scientifiques, un niveau intermédiaire, il faut combien d'heures de pratique? Alors, selon les études scientifiques, j'imagine que du coup, ils ont un peu exagéré les choses. J'imagine qu'ils pensent que niveau intermédiaire, c'est plus élevé que ce que la plupart des gens veulent réellement faire. Peut-être 500 heures. Ouais, c'est le double, entre 1000 et 1500 heures de pratique. Tu trouves que c'est énorme? En fait, si tu veux, il y a cette culture et cette idée reçue. Mais bon, après, c'est toute la thèse de Hello Virtuoso, donc tu vois, je connais ça par cœur. On va pitcher ça après. Ouais. En fait, il y a cette idée reçue que le piano est une discipline réservée aux gens qui sont nés avec le talent musical, qu'il faut y mettre des centaines et des milliers d'heures, qu'il faut faire du solfège, qu'il faut se manger des pages et des pages et des pages de partitions. Ce qui est la réalité, si tu veux devenir musicien professionnel. Et la plupart des conservatoires ont pour objectif de former des musiciens professionnels, ce qui est la raison pour laquelle ils font faire du solfège très tôt, même avant de faire un instrument. Dans la plupart des conservatoires, tu as 1 an de solfège, tu vois, avant de toucher ton piano, quoi. C'est la raison pour laquelle voilà, on a l'impression que pour faire du piano, il faut des milliers d'heures, ce qui est le cas si tu veux devenir concertiste professionnel, ce qui n'est pas du tout le cas si tu veux te faire plaisir. Tu vois. Or, nous, chez Hello Virtuoso, on forme pas du tout des professionnels. Si tu veux devenir musicien professionnel, viens pas chez nous, tu vois. Nous, c'est pour les gens qui veulent se faire plaisir, jouer des morceaux qu'ils aiment tranquillement, apprendre à être à l'aise au piano, peut-être pourquoi pas jouer pour des proches. Là, on est fait pour ces personnes-là, tu vois. Et donc voilà, il y a un peu un amalgame qui est fait, qui est oh là là, le piano, c'est compliqué, il faut des milliers d'heures, et du solfège, c'est dur et tout. Ça n'a pas besoin de l'être. Là, j'ai des amis sur Tallinn, je sais pas si tu les connais, Erwan Simon et Samuel Dumur qui jouent au piano. Non. Justement, et c'est marrant, hein, au fil de l'année dernière, je les ai vus évoluer vraiment. Je sais pas où ils ont pratiqué, mais en tout cas, la courbe de progression est hyper rapide de ce que j'ai vu. Combien de startups sur 10
créés par des étudiants d'école de commerce ferment dans les 3 premières années? Énormément. Sur 10, 9. Exactement. Mais tu vois, regarde, ce genre de stats, ça cache la réalité des faits. Je pense que je sais ce que tu vas dire, ouais. Qui est que, d'une part, tu vois, par exemple, j'ai jamais compris les gens qui disaient non, je ferai jamais une boîte parce que il y a 9 startups sur 10 qui ferment leurs portes. Ou il y a 9 entreprises sur 10 qui échouent, tu vois. Alors, premièrement, il n'y a aucune raison en fait, pour laquelle tu ne serais pas dans la 1 sur 10. Encore une fois, ça revient, tu vois, au truc de vouloir quand même... si tu rentres pas avec pour objectif d'être dans les 1 sur 10 qui réussissent, qu'est-ce que tu fais, tu vois? L'excellence. Et deuxièmement, même si... Deuxièmement, il faut voir quel type d'entreprise ferme, parce que tu as dans le tas des startups qui sont vraiment genre sérieuses, où les gens ont la volonté de le pousser jusqu'au bout et de trouver un moyen de le faire réussir quoi qu'il en coûte, tu vois. Et t'as des gens qui font ça en mode ouais, chill, vas-y, on va faire un site internet, acheter un logo, faire quelque... Ah, ça marche pas, bon bah on ferme, tu vois. Ça, c'est pas une entreprise pour moi. Tu t'es pas inscrit dans un trajet, dans une trajectoire entrepreneuriale. Et la troisième chose, c'est que bah très bien, il y en a 9 sur 10 qui ferment, mais moi, avant de monter Hello Virtuoso, j'ai fait 3 projets qui ont fail, même peut-être plus, tu vois. Donc, ce n'est... Et c'est le cas, pareil, je reviens toujours à la data, tu vois, parce que j'aime beaucoup regarder les faits. La data des entrepreneurs qui ont réussi, généralement, l'entreprise qui pète tout et qui change le monde, c'est leur 3e, 4e, tu vois. Et avant, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, et même avant les succès et les échecs, il y a eu des projets avortés, tu vois. Ah, on a essayé de faire ça, bon, on s'est rendu compte que ça marchait pas, bon, ok. Mais c'est pour ça que cette stat de 9 sur 10 a aucun sens, parce qu'en fait, sur les 9 sur 10, t'en as peut-être 8 sur 10 qui vont en faire une deuxième, avec un plus haut taux de succès. Et puis ensuite, petit à petit, tu vois, ça va augmenter. Donc voilà, et en fait, je te dis ça parce que T'as une dent contre l'INSEE, avoue. Non, c'est pas une dent contre l'INSEE, c'est juste que c'est pas une data sur laquelle tu peux t'appuyer pour prendre une décision pour ta vie, quoi. Je suis complètement aligné, ouais. Je voulais ajouter le fait, je pensais justement que tu allais partager que sûrement, ils ont aussi mis les auto-entrepreneurs dedans. Enfin, probablement. C'est des datas qui sont affichées en grand dans la presse, etc. Mais dans la réalité, c'est complètement différent et tu l'as très bien expliqué. Et même, tu vois, en fait... Tu dis les étudiants, donc c'est des boîtes qui sont créées en école, c'est ça? Par des étudiants. Par des étudiants. Ouais, qui sortent d'école. D'accord, qui sortent d'école. Parce que par exemple, pareil, en fait, créer une boîte en école, c'est une expérience. C'est une expérience dans le sens expérimental du terme, tu vois. C'est-à-dire que t'as aucun enjeu, t'es pas là en train d'essayer de prouver au monde, tu vois, que tu vas réussir ou quoi. T'es en école, bon, tu montes une boîte... Et du coup, t'expérimentes des trucs. Enfin, je suis sûr qu'il y a une partie des gens qui ont monté des boîtes dans ce panier-là, qui ont fait ça. Juste, ok, on monte, on teste plein de trucs, on commande des goodies. Enfin, je veux dire, tu fais n'importe quoi, t'expérimentes, tu vois ce qui marche ou pas, tu l'as fait, bon, c'est pas grave, mais t'as appris. Et je pense que c'est super important, notamment dans justement, parlons de la décision de monter son entreprise. Notamment la décision quand tu as un job, etc., etc. Parce que monter son entreprise est considéré comme risqué. Parce qu'il y a les stats qui montrent que 9 sur 10, machin. Parce que, voilà, on n'est pas sûr. Et oui, c'est vrai que du jour au lendemain, tu as ton destin entre les mains. Et c'est vachement excitant, mais ça fait très peur. Moi, le truc qui m'a brain... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est que t'as plus personne pour te dire quoi faire. Exactement. C'est bizarre, les premiers mois, même les premières années. C'est bizarre, et en même temps, ça fait peur, parce que si ton projet échoue en entreprise, dans une entreprise, tu peux toujours dire, ouais, mais en fait, le département marketing, ils n'étaient pas alignés, et puis mon boss, il n'a pas compris ce que je voulais faire, et après, j'ai des collègues qui n'ont pas collaboré, et puis c'était pas le bon moment, et tout. Bref, c'est pas ta faute. Tu montes ton entreprise, et ça marche pas, t'as que toi. Tu vois, t'as que toi à blâmer, en fait. Ouais. Et ça, c'est dur au début, parce que, pareil, en fait, un truc dont on n'a pas parlé, mais dans lequel je crois très fort, c'est la dette de prestige. Qu'est-ce que c'est? Quand t'as fait HEC,
qu'on t'a répété que t'es l'élite de la France, parce que on te dit quand t'es à HEC, vous êtes l'élite de la France. J'y crois pas du tout, je me considère pas du tout comme l'élite de la France, mais le fait est qu'on te dit, vous êtes l'élite de la France et tout, on te rabâche ça, tu vois. Quand tu crois ça, quand tu crois que t'as atteint le sommet, et que du jour au lendemain, tu te retrouves à lancer ta boîte, que tu penses t'arrives avec ton business plan, t'as tout calculé, tu te dis ouais c'est bon ça va marcher et tout, tu lances le truc et ça marche pas, waouh, tu vois, tu reviens à la réalité. Et ça c'est dur. Et du coup la conséquence de ça c'est que quand t'as fait des hautes études, ou quand t'as fait HEC ou Polytechnique ou quoi, t'as une dette de prestige qui se met en place. Non seulement t'es endetté à hauteur personnellement, ce qui fait que tu vas être plus enclin à prendre un job, ne serait-ce que pour rembourser ton emprunt, mais t'as une dette de prestige qui fait que entre guillemets, tu vas pas t'abaisser à faire du e-commerce. Tu vas pas t'abaisser à monter ta boîte et à toi-même livrer, tu vois, je sais pas, monter ta boîte de box et toi-même livrer les box au début. Tout ton entourage va te dire, mais attends, t'as fait HEC pour ça. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et donc, par certains côtés, en tout cas, par ce côté-là, c'est un désavantage d'avoir fait des très hautes études pour lancer son entreprise. Parce que tu dois surmonter le fait qu'on te dit, mais oui, mais attends, t'as fait HEC, pourquoi tu fais des cours de piano tu vois? Les gens comprennent pas. C'est-à-dire que, attends, mais t'es pas en conseil, tu fais des cours de piano sur Internet. Et ça, honnêtement, j'ai un peu struggle avec ça pendant un temps, tu vois. Je me disais, oui, c'est vrai. Ok. Tu devais te justifier. Ouais. Et même par rapport à moi-même. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas le projet de ma vie, machin. Aujourd'hui, ça l'est, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une vision extrêmement claire de comment on va prendre cette boîte et en faire une entreprise extraordinaire de classe mondiale. Mais pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, non, attends, avec mes études et tout, je vais peut-être pas faire ça. Et donc, ouais, il y a une dette de prestige qui est que t'as pas envie, en fait. On t'a toujours répété que t'es le meilleur. Je dis pas moi en particulier, mais quand t'as fait des études comme ça. Et à un moment donné, il faut revenir à la réalité et te dire, bah non. C'est-à-dire que moi, je démarre comme les autres et juste me défoncer, tu vois. Et d'ailleurs, le fait d'aller en Estonie, ça m'a un peu donné une claque là-dessus, tu vois, parce que j'ai vu des gens qui, comme je te disais, étaient 10 fois... la chance, en fait, même d'aller en Estonie. Bah ouais, c'est génial, en fait, de voir des gens qui... je suis très, très, très content de voir des gens qui réussissent mieux que moi dans certains domaines, en ayant eu moins d'avantages que moi, parce que ça me donne la niaque, tu vois. Je me dis, mais attends, j'ai aucune excuse. Ouais, carrément. J'adore que tu réactes sur des petites questions comme ça. Incroyable. Combien de ventes le livre Atomic Habits a-t-il généré depuis son lancement? Il est sorti quand? 2018. J'irais peut-être 100 millions. Un peu haut. 9 millions okay. Depuis 2018. Ça devrait être 100 millions. Ouais, parce que je sais que t'es un Achetez le livre. T'es un il grand est ambassadeur de ce livre, on en parlera après. Non, franchement, c'est super. J'ai plus envie de te poser les questions, tu vas react. Quel pourcentage des diplômés d'école de commerce deviennent réellement entrepreneurs dans les 5 ans après leur diplôme? Encore une fois, on parle d'école de commerce tout confondu. Ouais. Je dirais en dessous de 10%. Déjà. Moins de 3%. Ouais. Alors qu'il y en a plus de 60 qui disent vouloir entreprendre pendant leurs études. T'as vu ce décalage Je vais react. Faut que tu m'arrêtes, sinon je vais react. Non, vas-y. React. Dis-moi que j'ai mal fait mes recherches. Non. T'as pas du tout mal fait tes recherches et ça m'étonne pas et je vais te dire pourquoi. Il y a cette conception qui est très présente et surtout en école de commerce qui est de dire un jour je serai entrepreneur. Un jour je vais monter ma boîte. Et honnêtement, ça paraît être très logique comme ça, tu vois, parce que tu dis, bah oui, j'ai un prêt à rembourser, donc je vais devoir, je vais prendre un job, rembourser mon prêt. En plus, je vais prendre un job, tu vois, qui est bien vu, qui est un peu prestigieux et tout, comme ça, je vais cocher la case. Tu vois, t'es encore dans cette dynamique de cocher les cases. Et une fois que je serai set et que je serai confortable, j'arrête mon job et je monte ma boîte, tu vois. Et il y a énormément de personnes qui se disent ça et qui réfléchissent comme ça. Et moi-même, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est-à-dire que quand je suis sorti, quand j'ai fait justement ce fameux mémoire, une de mes questions, c'était, est-ce que je monte ma boîte maintenant ou est-ce que je prends un job, je coche les cases et tout, par exemple,
je rejoins, tu vois, une startup. Après, je deviens product manager chez Doctolib, machin. Donc, je prends un job. Et je monterai mon entreprise quand ce sera le moment, tu vois. Et la réalité est que il y a très peu de personnes qui disent vouloir monter une boîte après avoir pris un job qu'ils font véritablement. Et il y a beaucoup de raisons à ça. C'est que, t'es jamais aussi libre de ton temps et de ce que tu veux faire que pendant ou à la sortie de l'école. Parce qu'une fois que tu as un job, déjà, tu t'es habitué à un certain niveau de confort. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, Hello Virtuoso gagnait pas d'argent. Donc, j'ai dû faire des missions à côté. J'avais pas un lifestyle de fou, tu vois. Et quand tu as un job, tu t'es habitué à un certain niveau de confort, puis tu commences, en fait, tu matches ton niveau de dépense à ton salaire, ce qui est normal. Donc, tu prends un loyer, tu commences à bien manger, machin, enfin, tu as tes petites habitudes. Et donc, de quitter ça, la douleur de quitter ça et de risquer ça pour monter une boîte est beaucoup plus importante. Plus ça va, plus c'est le cas. Deuxièmement, tu commences à avoir une famille, tu vois. Donc, tu te maries, tu as peut-être des enfants, et alors, j'ai pas vécu l'expérience, mais monter une boîte quand t'as des enfants, c'est extrêmement dur. C'est le feedback que j'ai eu de toutes les personnes qui ont monté leur boîte. Encore plus de respect pour eux. De ouf, respect infini, tu vois. Tout ça pour dire. Et surtout, en fait, il y a cette notion que je vais prendre un job. Je vais par exemple prendre un job en start-up, comme ça je me fais mes armes, j'apprends comment ça marche et tout, machin. Et comme ça, quand je monterai mon entreprise, je serai beaucoup plus prêt. Et c'est faux. Oui, c'est faux parce qu'en fait, que quand tu quittes ton job et que tu démarres, t'es au même niveau que tout le monde parce que le marché a changé, que t'es pas une scale-up, que tu dois tout faire toi-même. Et donc, t'es exactement au même niveau que si jamais t'avais démarré en fait au départ. Donc... je sais plus à quoi j'ai réagi. Si, c'est à la stat qui dit que 60% des gens en école de commerce disent vouloir monter une boîte, mais 3% le font. C'est exactement ça. C'est-à-dire que 60% disent ouais, je vais monter ma boîte un jour, mais d'abord je vais prendre un job pour me sécuriser, machin. Et en fait, une fois que t'es dedans, t'as les promotions d'année en année, machin, tu vois. Et tu pars jamais. Hyper intéressant comme feedback et ouais, t'illustres bien la stat. Donc ça va, j'ai fait des bonnes recherches. Dernière question. En moyenne, combien d'heures par jour un PDG de start-up tech passe-t-il sur des tâches deep work ? Quasiment 0. Bon, c'est parce que j'ai trouvé 6 heures. 6 heures sur des tâches deep work. Selon diverses études, ouais. Wow. Après, il faut voir ce qu'ils englobent dans deep work. Pour moi, deep work, c'est des tâches de production. Or, quand tu es CEO de start-up, notamment Vesté, qui a levé des fonds... ça dépend ce qu'on entend, tu vois. Si t'es CEO de start-up qui a plus de 100 employés, qui a levé plusieurs millions, etc., il y a quasiment aucune chance que tu fasses du deep work toute la journée. En fait, tu vas être là en train de jongler entre des meetings, d'aligner des parties, d'aller voir les investisseurs, faire des présentations. Enfin, de la vie que je vois des gens que je connais et qui ont cette vie-là. C'est pas possible. Non, mais c'est juste que quasiment t'es plus... En fait, ton utilité dans la boîte n'est plus sur de la production. Il y a des gens qui sont meilleurs que... Si t'es bon, t'as recruté des gens qui étaient meilleurs que toi à ça, et qui te remplacent. Parce que le but, en fait, de créer une organisation performante, c'est de ne plus être utile. Et toute ton utilité, c'est d'aligner les parties, de faire en sorte que les gens se parlent, que tout le monde soit aligné, de créer de la culture, de créer de la vision. Donc ça m'étonnerait que les gens... que les CEO de startup passent 6 heures à faire du deep work. Ok, trop bien d'avoir eu ton énergie autour de ces sujets-là. Pour enchaîner, justement, ça fait bien la transition. On parlait d'Atomic Habits. Moi, quand j'ai échangé avec toi, j'ai eu l'impression que c'est un livre qui t'a beaucoup marqué et que tu utilises beaucoup dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que personne. Ouais. Quand est-ce que tu as découvert ce livre et concrètement, fondamentalement, qu'est-ce que ça a changé dans ta life ? Énormément de choses. Et ce bouquin est vraiment responsable de beaucoup de changements très positifs dans ma vie. Donc, pour raconter l'histoire, j'ai découvert ce livre à peu près en mars 2022. À un moment où c'était le bordel dans ma vie.
parce que j'ai été en train de gérer Hello Virtuoso, qui encore une fois faisait pas encore suffisamment d'argent pour que je puisse en vivre. J'avais en même temps, pour justement vivre, je faisais des missions de conseil, 2 en même temps. Donc je faisais une mission de conseil chez Cargill. Alors attention, conseil, c'est pas consulting. C'est-à-dire que j'intervenais chez Cargill pour leur faire en fait une stratégie produit et intervenir dans la transformation digitale. Donc en gros, voilà, prendre des process et mettre de la techno. Ok. Donc j'ai fait une mission et j'étais en même temps en train de faire une autre mission sur en gros pour une boîte sur le canal de Suez dans le secteur maritime globalement. Et donc pareil, j'allais là-bas et je leur faisais de la transformation digitale, donc prendre des gens qui utilisent du papier et en gros leur mettre des outils, no code, machin, tu vois. Donc il y avait ça, il y avait plein de choses qui s'entrechoquaient, tu vois, et j'étais totalement débordé. Et en fait, à ce moment-là, enfin, si tu avais vu je crois que je t'ai montré d'ailleurs mon agenda de l'époque. Je sais plus, peut-être. Je crois que je t'avais montré l'année dernière. En gros, tu vois mon agenda de l'époque, horrible. C'est-à-dire que, ouais, bonjour. Je me levais le matin, j'avais un meeting, enfin, je me levais, mon petit déjeuner, c'était n'importe quoi d'un point de vue nutritionnel. J'avais un meeting, ensuite je me recouchais, je me relevais, j'avais un autre meeting, puis essayer de caler une demi-heure de taf sur Hello Virtuoso, puis ensuite j'avais un meeting avec la deuxième boîte sur laquelle je faisais une mission, ensuite j'avais 15 minutes pour déjeuner, et le soir, je faisais des appels de vente avec des clients Hello Virtuoso jusqu'à 22h. Et puis après, j'allais me coucher. Ok. Et j'ai fait ça pendant 3 mois, tu vois. Et je suis sorti rétamé de cette période, bien évidemment. Et ça a coïncidé avec le moment où je suis allé pour la 3e fois en Estonie. Et je suis allé cette fois-ci pour faire quelque chose que je connaissais pas à l'époque, qui était un bootcamp. C'est-à-dire, c'est un ami à moi, Adrien, que je salue également, qui a organisé en fait un bootcamp avec d'autres entrepreneurs. Et le but, c'était de se rassembler et de faire d'avoir des routines en fait assez healthy ensemble. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, j'ai découvert en fait le sauna, l'exercice, de me coucher tôt, de me lever tôt. Tu vois, moi j'étais persuadé que je pouvais pas me lever avant 9h ou 8h30. Moi je suis toujours persuadé pour moi que je peux pas me lever. Et bah à partir de ça a changé pour toi. Totalement. Et pourquoi ? Parce que Atomic Habits. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, c'était tellement le bordel dans ma vie que j'ai décidé, ok, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pris plein de bouquins qui étaient recommandés dans la sphère productivité et développement perso, donc Atomic Habits, The One Thing, Miracle Morning, tu vois, Deep Work, tous les trucs comme ça. J'ai tout lu d'un coup et je me suis dit, ok, je vais tout implémenter d'un coup. Ouais. C'est pas ce qu'ils recommandent, non ? C'est pas ce qu'ils recommandent, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu bullshit. C'est-à-dire les gens ils disent ouais, il faut que tu fasses un truc à la fois et tout. Non. Faut être drastique. T'es drastique en fait. Tu fais un audit sur ta vie. Tu mets tout à plat. Tu dis, ok, ça va pas, ça va pas. Voici mes habitudes aujourd'hui. Tu te pars de là où tu veux aller. T'en déduis la personne que tu dois être ou les habitudes que tu veux mettre en place. Tu regardes ta vie, tu dis, ok, bon, bah, clairement, ça correspond pas. Et tu fous tout à la poubelle et tu remplaces tout, tu vois. Et il y a que comme ça que tu peux faire des changements drastiques très rapidement. D'autant plus que un des points centraux du bouquin, c'est que les bonnes habitudes s'enchaînent les unes avec les autres. Tu fais ce qu'on appelle du habit stacking, c'est-à-dire que tu peux enchaîner les habitudes de telle manière à ce que ça soit automatique. En fait, tout l'enjeu, c'est de rendre les comportements qui sont positifs pour toi sur le long terme automatiques, au lieu que ce soit des comportements random ou négatifs qui soient automatiques. Donc voilà, c'est le moment où j'ai découvert ce bouquin, et ça a changé ma vie parce que littéralement du jour au lendemain, après avoir fait ce travail, et donc après je me suis installé en Estonie pendant quelques mois, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette page blanche, un nouvel environnement dans lequel installer ses habitudes, tu vois. Et du jour au lendemain, j'ai tout changé. Mes habitudes de petit déjeuner, mes habitudes de sommeil, j'ai commencé à faire du sport, j'ai arrêté de faire des siestes en plein milieu de la journée, j'ai commencé à mieux manger, à plus prendre soin de moi, hygiène, tout, tu vois. Et je sais pas si tu veux qu'on deep dive dans le sujet du livre. Moi, je suis chaud de fou. T'es trop chaud? Bah ouais, parce que c'est mes problèmes. Bon, d'accord. On a 20 minutes, donc
Ok. Ça, je pense qu'on va devoir faire un épisode 2 carrément. Ah bah, why Parce not, qu'on en n'a vrai, même pas parlé encore d'Hello Virtuoso. J'ai un peu avec comme ça sur la productivité encore. Ouais. Mais ouais, je suis chaud. Donc, comment changer ta vie en 24 heures? C'est simple. 1, encore une fois, tout part de où est-ce que tu veux aller. Ce que je recommande vraiment à tout le monde, parce que ça ne peut pas faire de mal, c'est de se poser, de prendre un moment et de te dire, bon bah, ok, qu'est-ce que je veux retirer de ma vie? Euh, Qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux être en fait dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois, en termes de santé, en termes de famille, en termes de business, en termes de passion, de loisirs, où est-ce que je veux être, etc., etc. Donc tu crées en fait une vision de là où tu veux aller, très simplement. Et tu peux te poser plein de questions pour t'aider justement à y voir plus clair là-dedans, c'est-à-dire bah, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne me plaît pas, Mhm. de quoi je veux m'écarter, qu'est-ce qui me rend heureux, tu vois, qu'est-ce que j'aime produire en fait. Donc tu te poses toutes ces questions-là, t'en déduis là où tu veux aller, et ensuite, le but c'est vraiment de faire un audit de ta vie et de te dire, ok, pour atteindre ces objectifs-là, pour aller dans cette direction-là, quelles sont concrètement les habitudes que je dois mettre en place pour servir ces objectifs, tu vois. Parce qu'il est clair que par exemple, si tu veux avoir un corps en bonne santé à 50 ans, tu peux pas manger McDo tous les jours, Mhm. tu vois. Euh, et au contraire, bah, il faut que tu aies des bonnes habitudes en termes de nutrition, en termes de sport et tout. Je suis pas du tout parfait là-dessus, hein, qu'on se comprenne très bien, mais le but c'est la direction, de vouloir C'est un s'améliorer. plan d'action concret pour. Exactement. Donc 1, objectif. 2, audit. Tu te poses et tu regardes ta journée standard. Quels sont les comportements que je fais automatiquement dans mes journées, positifs ou négatifs? Tu te poses, ok. En partant, je me lève le matin, quels sont mes premiers réflexes? X, Y, Z. Ensuite, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, tu vois. Et le soir, pareil. Et ensuite, tu regardes, ok, bon bah, est-ce que ces comportements sont positifs ou négatifs pour ma vie, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as identifié les comportements négatifs que tu voudrais enlever et tu identifies les comportements positifs que tu veux installer dans ta vie. Il y en a plein. Tu peux en mettre énormément, et bien, il y en a plein qui sont recommandés, des qui marchent bien, d'autres qui marchent pas. Lesquels, pour toi, personnellement, sont les meilleurs? C'est des petits trucs comme des grands trucs. C'est-à-dire que moi, le truc qui a été game changer pour moi, c'est de faire vraiment un moment morning routine le matin et evening cleaning le soir. Donc en fait, concrètement, d'avoir une introduction et une conclusion à ma journée où le matin, je me pose, je me repasse un petit peu mes valeurs, des affirmations, là où je veux aller, des objectifs et les tâches de la journée. Et le soir, de faire un point avant d'aller me coucher sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, quelles ont été les tâches que j'ai faites ou pas faites. Et le soir, de préparer la journée du lendemain. Comme ça, tu te lèves, t'as rien à faire. Mhm. Bam, t'as ta journée qui est préparée, tu vois. Ça a été game changer. Sur le point de vue santé, ce qui a été game changer, ça a été pour moi d'associer la salle de sport au sauna. Ok. C'est-à-dire que je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui était sportif. T'as pas fait de sport jeune, enfin. Euh, non, j'allais courir. Si, je faisais du tennis, tu vois, quand j'étais tout Mhm. petit, mais pas non plus énormément. Jamais fait sport co, Ok. jamais été à la salle, tu vois. Et pareil, du jour au lendemain, donc j'ai mis en place une habitude où quasi tous les jours, j'allais à la salle, à Tallinn, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, tu vois. Comment? Parce que j'y ai associé une reward qui est le sauna. Mhm. Et encore aujourd'hui, je me trouve des salles, tu vois, à Paris des et tout, saunas. qui ont des saunas. Et d'ailleurs, il y en a plus que ce qu'on pense. Ok. Ça m'a étonné. J'étais très agréablement surpris. Mais du coup, voilà. Donc, les habitudes positives, c'est morning routine, evening cleaning, faire de l'exercice le matin, Mhm. respirer en se levant. Ok. Et entretenir un backlog de tâches et pas essayer de tout faire à la fois. D'avoir vraiment un daily focus, des tâches sur lesquelles tu te focuses aujourd'hui, un weekly focus, et le reste, on verra plus tard. Ça a été totalement libérateur. On pourra en reparler parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, de tout aborder. Maintenant, donc, tu as fait tes objectifs. Tu as fait le point sur ta vie.
et sur les habitudes qui sont néfastes pour toi. Et tu as fait aussi une liste en fait d'habitudes que tu aimerais installer. Encore une fois, il y en a plein. Méditation, tu vas faire des mouvements le matin, boire un verre d'eau, faire ton lit. On voit tout sur les réseaux. On voit tout, mais bon, bref, tu fais une shortlist, tu te dis, ok, bon, bah ça fait du sens, ça non. Et Comment tu arrives à jauger qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent dans ton choix d'habitude? Bah, au début, tu connais pas. Donc, tu prends un peu. Tu fais au feeling. Aujourd'hui, je me connais un peu mieux. Et donc, je sais un peu mieux filtrer, tu vois. Par exemple, je sais pas, il y a des gens, tu vois, qui recommandent de faire des bains froids tous les matins. Bon, j'ai pas de baignoire. Tu vois. Une douche froide. Ouais, bah douche froide. D'ailleurs, ouais, entre mes séances de sauna, je fais des douches froides, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas une question de, je vais pas dire, bah il faut faire ci ou faire ça et tout. Prends ce qui te paraît être positif pour ta vie, fais une liste, et ensuite il faut lui appliquer la règle des 4, enfin les 4 rules, ce qu'il appelle dans Atomic Habits. C'est les 4 règles qui font qu'une habitude stick. Qu'est-ce qu'une habitude? Fondamentalement, c'est un comportement automatique que tu fais sans t'en rendre compte, et qui est composé de 4 étapes. Étape 1, c'est un signal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton environnement ou dans ton corps qui te signale qui va trigger chez toi en fait une réponse. La réponse, c'est l'étape numéro 2 qui est l'attirance. C'est-à-dire que tu as envie en fait de faire cette habitude après avoir reçu le signal. Je te prends un exemple. Se brosser les dents. C'est une habitude, voilà. C'est viscéral. C'est viscéral. En fait, tu as un signal qui est qu'après le repas, bah, tu as la bouche, tu vois. Enfin, c'est après le repas déjà, le signal. Ou alors tu passes dans ta salle de bain et tu vois la brosse à dents. La réponse, enfin, le désir qui est créé, c'est j'ai envie de sentir ma bouche fraîche. Ensuite, tu as une action qui est je vais me brosser les dents. Et tu as un reward immédiate. Il faut que tu crées une récompense immédiate à ton action. Et non pas dans 10 ans, j'aurai les dents clean, tu vois. Donc, si on prend l'exemple du brossage de dents, tu as le signal qui est du coup, par exemple, de voir ta brosse à dents. Ça trigger dans ton cerveau une attente de dopamine qui est en fait qui déclenche une envie de faire l'habitude, par exemple, me brosser les dents. Tu te brosses les dents et tu as une reward immédiate sous la forme d'un sentiment de fraîcheur. Si les dentifrices n'avaient pas un sentiment de fraîcheur, beaucoup moins de gens le feraient. Parce qu'on dirait aux gens, bah oui, brosse les dents et dans 10 ans, tu auras des bonnes dents. Oui, mais le corps humain n'est pas fait pour ça. Le corps humain est fait pour avoir des rewards immédiates. Donc, il faut que tu aies une reward immédiate sous la forme, par exemple, d'un sentiment de fraîcheur. Moi, par exemple, pour aller à la salle, il me faut une reward immédiate qui est le sauna. Et je vais à la salle, non pas pour faire du sport, mais pour le sauna. Et une fois que j'y suis, bon, ok, vas-y, je vais bouger des trucs, tu vois. Donc voilà, les habitudes positives, il faut lui appliquer ces 4 règles, c'est-à-dire signal, trigger, désir, action, récompense. Pour les habitudes positives que tu veux installer, il faut maximiser ces 4, c'est-à-dire faire en sorte que le signal soit très fort, c'est-à-dire que tu ne passes pas à côté d'un trigger qui va te donner envie de faire ça. Il faut créer de l'envie en le rendant attirant, en créant un manque, tu vois, que tu vas aller remplir. Par exemple, moi le matin maintenant, je me dis, bah, si je vais pas au sauna, je vais mal me sentir, tu vois. Or, le sauna est à la salle de sport, donc j'y vais. Une action et une récompense. Donc, il faut rendre l'action la plus fluide possible, enlever toute friction. Par exemple, j'en sais rien, moi, t'as envie de faire de la méditation tous les matins. Si tu dois chercher sur Internet une vidéo de méditation, tu te demandes combien de temps je dois faire. En plus, c'est le matin, t'as la tête dans le cul et tout. Tu dois te demander, ok, je dois faire combien de temps, et puis le truc, il marche pas. Et puis, ça, tu sais pas quand le temps est arrêté. Il y a beaucoup de friction, et donc, naturellement, tu vas moins le faire, tu vois. Donc, il faut maximiser ces 4 paramètres, c'est-à-dire le rendre présent, le rendre visible, le rendre attirant, le rendre extrêmement facile à faire et le rendre immédiatement récompensant. Le contraire est vrai, c'est-à-dire que si tu as une habitude négative que tu veux enlever, il faut rendre le signal le plus faible possible, c'est-à-dire le rendre invisible, le rendre peu attirant, le rendre très difficile à faire et enlever toutes sortes de récompenses, voire mettre une punition immédiate. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Moi, je te dis direct, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux est un autre problème parce que
déjà, quelle utilisation t'en as? Moi, j'ai très Bah, peu de réseaux sociaux. Par exemple, moi, ce que je vois chez pratiquement la majorité des gens, c'est qu'ils sont addicts à scroller sur les vidéos verticales, sur TikTok, sur Instagram. Là, en l'occurrence, dans les 4 étapes, comment on peut mettre en place concrètement un système pour arrêter d'utiliser les réseaux sociaux? Parce que c'est une mauvaise habitude. Ouais, c'est une mauvaise habitude, mais ouais, c'est un peu complexe parce que il y a des gens qui ont besoin, tu vois, d'aller sur les réseaux pour bosser et tout, du coup, t'es très exposé, mais prenons les réseaux sociaux. L'habitude, c'est quoi? Les réseaux sociaux, c'est pas une habitude. Une habitude, c'est par exemple, quand je me lève, la première chose que je fais est de regarder Instagram. Ça, c'est une habitude. C'est une habitude négative. Comment est-ce qu'on la désinstalle? La première étape, c'est de la rendre aussi invisible que possible. C'est-à-dire que il faut qu'à ton réveil, t'aies pas le signal d'aller sur Instagram. Moi, par exemple, quand je me réveille, je peux te montrer, mais j'ai un focus mode qui fait que je ne vois rien. J'ai fait pareil. Ouais, donc c'est très simple. Quand je me réveille, il y a ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est mon home screen. Il n'y a rien. Donc tu le rends invisible. Tu le rends peu attirant. Bon, ça, malheureusement, les réseaux sociaux, ils ont justement tout bien conçu pour que ça soit le plus attirant possible. Ouais. Mais tu mets le maximum de friction. Tu vois, les deux pans sur lesquels on peut s'appuyer, c'est le rendre invisible et mettre beaucoup de friction entre toi et le fait d'aller sur les réseaux sociaux au réveil. Par exemple, en rendant l'application très peu accessible ou en mettant ton téléphone dans une autre salle, tu vois, ou des choses comme ça. Au contraire, ou en fait, le meilleur moyen d'enlever une habitude négative et de la remplacer par une habitude positive au moment où tu étais censé faire l'habitude négative. Par exemple, au réveil, je regarde toujours Instagram. Bon, donc déjà, tu le rends invisible et tu le rends très difficile d'accès. Et deuxièmement, surtout au réveil, remplace-le par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, maintenant, au réveil, je bois un verre d'eau et je fais 10 minutes d'étirement, par exemple. Tu vois. Et pour installer cette habitude positive des étirements, pareil, les 4 règles. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, juste à côté de ton lit, disposer un tapis de yoga qui va te rappeler pile poil quand tu te réveilles. Ah, ok, c'est bon, étirement. Donc ton cerveau reçoit le signal. Ça crée une envie qui est liée à la récompense que tu vas créer. Tu fais l'action, par exemple, voilà, tu t'étires, voilà, tac. Tu le rends le plus facile possible, zéro friction. Donc le tapis, il est là. Si tu te dis 10 minutes, tu as directement un timer où en un clic, tu peux démarrer le timer, ça décompte 10 minutes. Et tu mets une récompense à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, je me fais un thé, par exemple. Ou une fois que je me suis étiré, je me fais mon café. Tu vois. Et par exemple, tu peux faire genre, le café est un driver puissant pour la plupart des gens, automatique, mets ton tapis de yoga devant ta machine à café. Comme ça, il n'y a pas moyen que tu prennes ton café sans que tu vois le tapis et du coup que tu te dises « Ah ouais, c'est vrai, bon d'accord, je vais le faire ». Et comme tu as associé le fait de prendre ton café au fait d'avoir terminé ta séance de yoga, ça va faire une association positive qui va te donner envie de le faire. Donc c'est comme ça que tu hacks et que tu fais en sorte que les habitudes positives soient en fait faciles à tenir. La dernière clé qui est méga importante, c'est ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est-à-dire le habit stacking. C'est le fait d'enchaîner les habitudes positives et de les rendre dépendantes les unes avec les autres. Donc par exemple, quand je me réveille la plupart des jours, donc, sauf quand je suis en vacances et tout, machin, et ça va faire un peu cliché, mais honnêtement, c'est un gros pilier de mon équilibre. Je me réveille, je bois un verre d'eau, je fais mon lit, et direct, j'ouvre mon ordi avec une page dédiée morning routine, où j'ai dit toutes les steps. Donc, je fais de la respiration, ensuite je note mes pensées. Pareil, il y a déjà un prompt qui me dit, un prompt sur ChatGPT qui change tous les jours pour me forcer un peu à réfléchir, tu vois. Donc, je note mes pensées, 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Et en fait, le fait que tout ça s'enchaîne fait que ton cerveau va attendre automatiquement le comportement d'après. Et donc, ça va devenir plus facile. Pareil, j'ai terminé ça, je vais à la salle. Donc, je sais que une fois que j'ai terminé, je clique sur un bouton sur mon iPhone, pam, ça me met en mode fitness, ça me démarre un Blink sur Blinkist ou un podcast. Comme ça, j'ai même pas le temps d'aller sur YouTube et de démarrer une vidéo de gameplay, tu vois. Optimisé. Tout est fait, les systèmes sont créés pour que les bonnes décisions soient les plus faciles à prendre. Donc, pareil, je termine cette morning routine.
je fais launch day, hop, il y a un podcast qui se lance. Ou un podcast, ou un Blinkist, un résumé d'un bouquin que je voulais lire, tu vois. Ensuite, salle de sport. La salle de sport, du coup, j'arrive, pareil, c'est déjà tout optimisé, machin. Ensuite, je fais le sauna. Ensuite, je fais, tu vois, douche froide. Donc, pareil, je fais un peu travailler mon corps le matin et tout. Et je reviens. Et donc, tout ça s'enchaîne. Et ça rend les choses très faciles parce que t'as pas besoin de réfléchir. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, la clé est de penser aux 4 règles. Habitude négative, minimiser les 4 règles. Habitude positive, les maximiser. Et ensuite, créer un enchaînement de comportements que tu vas faire de manière automatique et qui vont faire en sorte que tout ça tient. Incroyable, c'était une masterclass de la part de Erwan. J'espère que vous avez pris des notes parce que moi, je vais carrément me re-regarder ce passage pour appliquer concrètement. Mais en plus, on avait travaillé ça ensemble, déjà il y a plus d'1 an. Et j'ajouterais un truc, c'est même sur ta fiche de morning routine, t'as aussi la liste de ta routine, concrètement. Ouais. Donc ça aussi, ça aide à même Visuel. pas brancher ton cerveau et à juste, tu vois, la liste. Exactement. Faut vraiment... En plus, le matin, tu viens de te réveiller, il faut considérer que t'es stupide, quoi. Ouais. Et du coup, il faut vraiment te mettre toutes les choses alignées pour que tu fasses les choses bien, quoi. Et encore une fois, donc, je parle de tout ça, je suis un peu un maniaque et j'adore tout ça, tu vois, j'adore optimiser et tout. Honnêtement, je connais des gens qui sont très, très successful et qui font rien de tout ça, tu vois. Et qui ont un emploi du temps totalement chaotique, qui se couchent à une heure différente tous les soirs, qui se couchent à 2h du matin, qui se lèvent à 10h. Enfin, t'as pas besoin de ça pour réussir, mais ça peut aider d'avoir justement, enfin, de faire cet audit et de regarder ce que tu peux améliorer. Ça, c'est sûr. Ouais, pour moi, l'une des variables les plus importantes, c'est juste travailler, en fait. Bah ouais. Et si tu identifies, quand tu l'as dit, tu fais ton audit, que dans ta semaine, bah en fait, chaque jour, tu travailles que 2 heures, ben là, c'est méga pertinent de mettre en place tout ce que tu as dit. Si tu travailles déjà 12 heures par jour, après, il faut voir la qualité de tes tâches, le niveau de valeur de chaque tâche, etc. Ouais. Mais je pense qu'on va se faire un épisode 2. Totalement. Parce qu'on est sur le gong. Là, au niveau du podcast, exact. C'était tellement intéressant qu'on n'a pas vu passer l'heure et demie. Donc, franchement, un plaisir. Et je regrette pas du tout de t'avoir contacté pour ce premier épisode sur Authentique. Merci donc, beaucoup. Merci à toi pour la confiance et pour toute la valeur que tu as délivrée. On va clairement, début d'année, se refaire un épisode 2 si t'es chaud. Avec plaisir. Et juste, je conclurai sur le fait que j'ai donné plein d'illustrations un peu de ma vie et de ce que je pense et tout, mais je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis ne convient pas à tout le monde, bien évidemment. Et donc, renseignez-vous par vous-même, faites vos recherches, définissez ce qui vous est important dans votre vie et arrivez à vos propres conclusions. Je pense que c'est le plus important. C'est une très belle phrase de conclusion. Abonnez-vous, je mettrai aussi le contact, ce que tu veux mettre en avant dans la description. Yes. Qu'est-ce que tu veux ? Un mot de la fin. Non, si vous voulez me contacter, donc c'est erwan, erwan@zelovirtuoso.com. Je suis très heureux de parler de tous ces sujets-là et on pourra parler également d'Hello Virtuoso, mais on est en train de transformer l'apprentissage en ligne, donc si vous voulez nous rejoindre, pareil, envoyez-moi un email. Tout ce qui touche au piano, c'est en dessous. Tout ce qui touche à la productivité, c'est en dessous. Et abonnez-vous parce qu'on se retrouve pour l'épisode 2 très bientôt. Et merci encore. Avec plaisir. À plus. Ciao.